Le fauteuil roulant heurta violemment le cadre de la porte du restaurant, provoquant un silence général. Les couverts s'arrêtèrent en plein vol, toutes les têtes se tournèrent, Maya rougit tandis que son sac tombait par terre, son contenu se répandant sur le carrelage ciré, avec près d'une heure de retard. Une fois de plus, elle se prépara à recevoir le regard familier, ce sourire compatissant suivi d'une excuse polie pour partir. Mais l'homme à la table 7 ne broncha pas. Il se leva, écarta une chaise et la regarda dans les yeux sans la moindre trace de gêne. Vous n'avez pas à vous excuser d'être en fauteuil roulant. Une seule phrase. Cela pouvait-il tout changer? 3 heures plus tôt, Maya s'était promis que cette fois-ci serait différente. Assise devant le miroir de sa salle de bain, elle appliquait son mascara avec la même précision minutieuse qu'elle réservait habituellement à son travail. À 31 ans, elle maîtrisait l'art de se rendre présentable depuis sa position assise, en inclinant le miroir juste comme il fallait et en gardant tout à portée de main sur le comptoir surbaissé que son propriétaire avait installé à contre-cœur. La voix de sa meilleure amie Tina résonnait dans sa mémoire depuis leur conversation téléphonique de la semaine dernière. Il s'appelle Marcus. Il est entrepreneur, il construit et rénove des maisons, il est veuf et a une fille de 6 ans qui s'appelle Lily. Et avant que tu ne me poses la question, oui, je lui ai parlé de mon fauteuil. Il n'a même pas sourcillé. Maya avait déjà entendu cela auparavant. Au début, il ne sourcillait jamais. Le clignement venait plus tard, généralement vers le 3e rendez-vous, lorsque la réalité des rampes d'accès, des salles de bains accessibles et des regards des inconnus devenaient trop pesantes. Lorsque la nouveauté de sortir avec quelqu'un d'aussi courageux s'estompait et qu'il réalisait qu'elle n'était pas une source d'inspiration. Elle était juste une femme qui avait besoin d'aide pour atteindre l'étagère du haut. L'accident s'était produit il y a 14 ans, alors qu'elle avait 17 ans. Une voiture avait grillé un feu rouge. Et soudain, la danseuse qui rêvait de Juilliard apprenait à naviguer dans le monde depuis une hauteur inférieure de 90 cm à celle de tout le monde. Elle s'était reconstruite petit à petit. Diplôme universitaire, maîtrise en art-thérapie, un travail qu'elle aimait sincèrement au Riverside Children's Center. Elle aidait les enfants à surmonter leur traumatisme à travers la peinture et la sculpture, leur apprenant que leurs morceaux brisés pouvaient devenir quelque chose de beau. Mais certains soirs, seule dans son appartement adapté, elle se demandait si elle était plus douée pour aider les autres à guérir que pour se guérir elle-même. Son téléphone vibra. Un SMS de Tina. Il est déjà là. Table 7. Va le chercher. Maya jeta un dernier coup d'œil dans le miroir. Encore un essai, murmura-t-elle à son reflet. Juste un de plus. Le Riverside Children's Center était censé fermer à 17 heures. Maya avait prévu de partir à 16h30 afin d'avoir suffisamment de temps pour se rendre au restaurant, mais les plans ne signifiaient rien lorsqu'un enfant était en détresse. Tyler avait 9 ans. Il avait perdu sa jambe gauche sous le genou à cause d'un cancer des os 8 mois auparavant. La plupart du temps, il canalisait sa colère dans des sculptures en argile, des monstres difformes avec trop de dents qu'il détruisait à la fin de chaque séance avec un sourire satisfait. Mais aujourd'hui, quelque chose s'était brisé. Maya le trouva dans un coin de la salle d'art, sa prothèse retirée et jetée par terre, son petit corps secoué de sanglots qui semblaient trop grands pour sa silhouette. « Je déteste ça », dit-il d'une voix étranglée lorsqu'elle s'approcha en fauteuil roulant. « Je déteste cette stupide jambe. Je déteste être différent. Tout le monde me regarde comme si j'étais un monstre. » Maya plaça son fauteuil roulant à côté du sien, suffisamment près pour que leurs épaules se touchent presque. Elle ne lui offrit pas de platitude. Elle avait appris depuis longtemps que les enfants pouvaient sentir le faux réconfort à des kilomètres. « Tu sais ce que je déteste ?» dit-elle doucement. « Les portes tournantes. Elles tournent trop vite pour mon fauteuil. Le mois dernier, je suis resté coincé dans une porte tournante du centre commercial pendant 3 tours complets avant que quelqu'un ne vienne m'aider. Un petit enfant m'a montré du doigt et m'a dit que je ressemblais à un hamster dans une roue. Les sanglots de Tyler se sont interrompus, laissant place à un petit rire. C'est stupide, complètement stupide. Maya était d'accord, et tu sais quoi? Il y a des jours où j'en pleure encore, à cause des portes, des escaliers, de la façon dont les gens me regardent, comme si j'étais soit une tragédie, soit une sainte. Mais ensuite, je me souviens que mes roues m'ont emmené dans des endroits que je n'aurais jamais imaginés. Cette pièce, par exemple, avec toi. Tyler s'essuya le nez avec sa manche.
Est-ce que ça cesse un jour de faire mal d'être différent? Maya réfléchit attentivement à la question. Ça change. La douleur s'atténue et les autres aspects de ta vie prennent plus d'importance. Mais ça prend du temps et c'est normal d'être en colère pendant que tu attends. Ils restèrent assis ensemble pendant encore 40 minutes. Tyler finit par se calmer suffisamment pour remettre sa prothèse et appeler sa mère. Lorsque Maya quitta enfin le centre, elle était déjà terriblement en retard. Le restaurant était exactement le genre d'endroit que Maya redoutait. Des marches à l'entrée, mais heureusement une rampe sur le côté, des allées étroites entre les tables, un comptoir d'accueil placé juste assez haut pour que Maya se sente comme une enfant demandant la permission. Elle avait envoyé 3 SMS à Marcus pendant le trajet pour lui dire qu'elle serait en retard. « Je suis désolé, j'arrive bientôt. » Ses réponses avaient été brèves, mais pas désagréables. « Pas de problème, prends ton temps, je serai là. » Alors qu'elle franchissait la porte d'entrée, sa roue s'est coincée dans le seuil. Le fauteuil a basculé, son sac a glissé de ses genoux et tout s'est éparpillé sur le sol. Rouge à lèvres, téléphone, clé, portefeuille, tout roulait sur le carrelage poli comme si sa dignité s'enfuyait. Le restaurant est devenu silencieux. Tous les regards se sont tournés vers la femme handicapée qui faisait une scène dans l'entrée. Maya a rougi. Ça y était. Le moment qu'elle redoutait, l'embarras qui donnerait à Marcus l'excuse parfaite pour se souvenir soudainement d'un rendez-vous urgent ailleurs. Mais il était là, sans rester là, mal à l'aise, sans faire semblant de ne pas remarquer. Il s'accroupit à côté de son fauteuil roulant et commença à ramasser ses affaires éparpillées avec la même efficacité qu'il utilisait probablement sur les chantiers de construction. « Je suis vraiment désolé », lâcha Maya, les mots sortant automatiquement. Par réflexe, « Je suis désolé d'être en retard. Je suis désolé pour le désordre. Je suis désolé. » Il leva les yeux vers elle, son regard brun calme et chaleureux. « Tu n'as pas à t'excuser d'être en fauteuil roulant. » Ces mots la frappèrent comme une force physique. En 14 ans, personne ne lui avait jamais dit une chose pareille. Ni ses parents, ni ses amis, ni aucun des quelques hommes qui avaient brièvement croisé son chemin. Marcus se leva et lui tendit son sac. « Je suppose que tu as eu un imprévu important. Tu veux m'en parler pendant le dîner? » Les mains de Maya agrippèrent les mains courantes de son fauteuil. Tous ses instincts lui criaient de faire demi-tour, de prétexter un malaise, une urgence au travail, n'importe quoi qui lui permettrait de s'échapper avant que cet homme apparemment gentil et compréhensif, ne se révèle être comme tous les autres. Mais la voix de Tyler résonnait dans son esprit. Est-ce que ça cesse un jour de faire mal, d'être différent? Peut-être que c'est en fuyant que le troupeau avait survécu. Il y a un garçon dans mon centre, s'entendit-elle dire. Tyler, il a perdu sa jambe à cause d'un cancer. Il passait une journée très difficile et je ne pouvais pas le laisser. Marcus acquiesça comme si cela était tout à fait logique. J'aurais attendu 2 heures quelqu'un qui restait auprès d'un enfant qui avait besoin d'elle. Il fit un geste vers la table qu'il avait réservée, située, remarqua-t-elle, au bout d'une allée suffisamment large pour son fauteuil. Il avait tout prévu. Il avait pensé à ses besoins sans en faire tout un plat. Maya s'avança. Le dîner qui suivit ne ressemblait à aucun autre premier rendez-vous qu'elle avait connu. Marcus ne lui posa pas de questions morbides sur son accident. Il ne lui a pas dit à quel point elle était courageuse ni qu'il ne voyait même pas son fauteuil roulant. Au lieu de cela, il lui a parlé de Lily, qui avait 3 ans lorsque sa mère est décédée d'un anévrisme, comment il avait appris à tresser les cheveux grâce à des vidéos YouTube, comment elle était actuellement obsédée par les dinosaures et insistait pour qu'on l'appelle Lily Rex à la maison. Il a parlé de son travail, de la satisfaction de réparer quelque chose de cassé et de le rendre à nouveau fonctionnel. Il a également mentionné les dangers, les échafaudages qui vacillaient parfois, les hauteurs qui rendaient nerveux même les ouvriers expérimentés, les accidents dont il avait été témoin au fil des ans et qui lui rappelaient de ne jamais prendre la sécurité pour acquise. Il lui a posé des questions sur sa pratique de l'art-thérapie, l'a écouté attentivement décrire la façon dont les enfants pouvaient exprimer des sentiments à travers des couleurs et des formes qu'ils ne pouvaient pas mettre en mots. « Vous pratiquez vous-même un art ?» lui a-t-il demandé. « Je peignais autrefois, a admis Mia. Avant l'accident, je voulais être danseuse. Après, je ne pouvais plus regarder à mes anciennes peintures sans voir la fille que j'étais autrefois. Alors j'ai arrêté. » Marcus réfléchit à cela.
Peut-être que tu n'es plus censé peindre comme cette fille. Peut-être que tu es censé peindre comme celle que tu es maintenant. » L'addition arriva. Marcus paya sans en faire toute une histoire. Et Maya le laissa faire sans lui faire son discours habituel sur son indépendance et son refus d'être un fardeau. Dehors, l'air du soir était frais et doux. Marcus marchait à côté de sa chaise à un rythme naturel, ni trop lent, ni trop rapide. « J'ai passé un bon moment, dit-il. J'aimerais te revoir, si ça t'intéresse. » Maya leva les yeux vers lui. Cet homme solide et stable qui n'avait pas bronché, qui n'avait pas fui, qui n'avait pas couru. Elle pensa à toutes les façons dont cela pouvait mal tourner, les façons dont elle pouvait le décevoir, lui être un fardeau, le faire fuir. Puis elle pensa à Tyler, remettant sa prothèse et sortant pour aller retrouver sa mère. « Ça m'intéresse, dit-elle. Mais je dois vous prévenir, je suis quelqu'un de compliqué. » Marcus sourit et la chaleur de son sourire se refléta dans ses yeux. « Je suis entrepreneur. Les complications, c'est ma spécialité. » Il se pencha et l'embrassa sur la joue, doucement, sans précipitation. « Je vous appellerai demain, Maya. » Elle le regarda marcher vers son camion, cet homme qui portait en lui le poids du deuil et des responsabilités, mais qui avait encore de la place pour quelque chose de nouveau. Pour la première fois depuis des années, elle se permit de se demander si peut-être elle n'était pas autant un fardeau qu'elle le croyait. Marcus l'appela le lendemain matin, comme il l'avait promis, puis le surlendemain et le jour d'après. En 2 semaines, Maya avait appris le rythme de ses journées. Tôt le matin sur les chantiers, il passait sa pause déjeuner à lui envoyer des photos du projet sur lequel il travaillait. Les soirées consacrées aux devoirs de Lily et à la routine du coucher. Il était constant d'une manière qui la rendait nerveuse, car la constance impliquait des attentes, et les attentes impliquaient des occasions d'être déçus. Leur deuxième rendez-vous fut un désastre logistique. Le café que Marcus avait suggéré avait 2 marches à l'entrée et aucune rampe. Ils se retrouvèrent dans un restaurant de chaîne avec des tables collantes et un éclairage fluorescent. Maya s'excusa tout le temps d'être difficile. « Tu n'es pas difficile, dit Marcus en remuant son café médiocre. C'est l'infrastructure de la ville qui est difficile. Il y a une différence. » Leur 3e rendez-vous a failli ne pas avoir lieu. Maya a passé 20 minutes à tourner en rond dans un parking qui annonçait des places accessibles pour finalement les trouver toutes occupées par des voitures sans permis. Lorsqu'elle a enfin trouvé une place dans la rue à 3 pâtés de maison et s'est rendue au cinéma en fauteuil roulant, elle était en sueur et avait 15 minutes de retard. « Je suis désolée, dit-elle avant même que Marcus ait pu la saluer. « Je suis vraiment désolée. Il était impossible de se garer, puis il y avait des travaux sur le trottoir et j'ai dû faire le tour. » Marcus lui tendit un sac de popcorn. « Tu es venu. C'est ce qui compte. » Mais Maya ne pouvait s'empêcher de s'excuser. Les excuses sortaient d'elle comme un réflexe, un mécanisme de défense perfectionné au cours de 14 années passées à naviguer dans un monde qui n'était pas fait pour elle. Désolé d'avoir mis trop de temps aux toilettes. Désolé d'avoir besoin d'une place accessible qui lui bloquait la vue. Désolé d'exister d'une manière qui nécessitait des aménagements. Un soir, après qu'elle se soit excusée pour la 3e fois en 1 heure, Marcus posa sa fourchette et la regarda avec une expression qu'elle ne parvint pas à déchiffrer. « Maya, je peux te poser une question? » Elle se prépara. « Ça y est, pensa-t-elle, le moment où il se rend compte que je demande trop d'efforts. Combien de fois par jour penses-tu que tu t'excuses? » La question l'a pris au dépourvu. « Je ne sais pas, plusieurs fois. J'en ai compté 12 depuis que nous nous sommes assis. Et pas une seule fois tu n'as réellement fait quelque chose de mal. » Maya ouvrit la bouche pour répondre, pour s'excuser de s'être excusée, mais elle comprit soudainement et s'arrêta. « C'est une habitude, finit-elle par dire. Quand on passe toute sa vie à mettre les gens mal à l'aise rien qu'en existant, on apprend à s'excuser de manière préventive. C'est plus facile que d'attendre qu'ils vous fassent culpabiliser. » Marcus tendit le bras par-dessus la table et lui prit la main. Sa paume était rugueuse, couverte de callosité, chaude et solide. « Je ne vais pas te faire culpabiliser, mais j'aimerais que tu t'entraînes à faire quelque chose avec moi. Chaque fois que tu veux t'excuser pour quelque chose qui n'est pas de ta faute, dis plutôt merci. Merci. Merci d'avoir attendu. Merci de ta compréhension. Merci de ta patience. C'est la même reconnaissance, mais cela ne te rabaisse pas. » Maya fixa leurs mains jointes. Un changement de perspective si simple. Un changement si radical. « Je vais essayer,
murmura-t-elle. 6 semaines après avoir commencé à sortir avec Marcus, Maya rencontra Lily. Elle redoutait ce moment depuis leur premier dîner. Les enfants étaient imprévisibles. Ils posaient des questions directes. Ils pointaient du doigt, fixaient du regard et disaient tout haut ce que les autres pensaient tout bas. Maya adorait les enfants de son centre, mais ils venaient à elle en comprenant déjà la différence, déjà initiés au monde des corps qui ne fonctionnaient pas comme ils le devaient. Une enfant de 6 ans qui n'avait jamais vu de fauteuil roulant auparavant représentait un tout autre défi. Marcus est venu chercher Maya un samedi matin, Lily sautillant sur la banquette arrière, débordante d'énergie. Elle avait insisté pour porter son T-shirt préféré avec un dinosaure, un T-shirt vert délavé avec un T-Rex dessiné qu'elle avait baptisé Gerald. « Papa dit que tu as des roues spéciales », annonça Lily avant même que Maya ait fini de s'installer sur le siège avant. Maya jeta un coup d'œil à Marcus, qui haussa les épaules avec un petit sourire. « C'est vrai, confirma Mia. Tu veux voir? » S'ensuivit un interrogatoire de 30 minutes qui aurait impressionné un détective. À quelle vitesse pouvait rouler le fauteuil roulant? Pouvait-il faire des wheelies? Ma dormait-elle dedans? Que se passait-il s'il pleuvait? Pourquoi les médecins ne pouvaient-ils pas simplement soigner ses jambes? Avait-elle déjà roulé sur les orteils de quelqu'un? Maya répondit honnêtement à chaque question, sans édulcorer ni dramatiser. Oui, elle pouvait faire de petites wheelies. Non, elle ne dormait pas dedans. La pluie était gênante mais gérable. Les médecins ne pouvaient pas tout soigner. Et oui, elle avait accidentellement roulé sur quelques orteils au cours de sa vie. Lorsqu'ils arrivèrent au zoo, choisi spécifiquement pour ses chemins accessibles, Lily s'était autoproclamée guide officiel de Maya, marchant à côté du fauteuil roulant et lui montrant chaque animal avec une fierté possessive. « Les éléphants sont par là, Maya, ne t'inquiète pas. Je connais tous les chemins plats. » Marcus marchait de l'autre côté de Mia, suffisamment près pour que leurs bras se frôlent parfois. « Elle t'aime bien, murmura-t-il. « Elle aime avoir quelqu'un de nouveau à commander, » répondit Maya. Mais elle souriait. Cet après-midi-là, en regardant Lily presser son visage contre la vitre de la maison des reptiles, tout en expliquant avec assurance des faits inexacts sur les dinosaures, Maya sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Ce n'était plus seulement une relation amoureuse. C'était entrer dans une famille, faire partie de quelque chose de plus grand qu'elle-même. Et cela la terrifiait, car une famille signifiait la permanence. Une famille signifiait être nécessaire, être indispensable. Une famille signifiait que lorsqu'elle deviendrait inévitablement trop difficile, trop compliquée, trop épuisante, trop pesante, ce ne serait pas seulement un homme qui s'en irait. Ce serait une petite fille qui perdrait quelqu'un d'autre. Sur le chemin du retour, Lily s'endormit dans son siège auto, une main serrant toujours un stégosaure en peluche acheté à la boutique de souvenirs. « Elle est merveilleuse », dit Maya doucement. Marcus jeta un coup d'œil à sa fille dans le rétroviseur. Elle l'est. Elle a aussi traversé beaucoup d'épreuves. Je ne la présente pas aux personnes avec qui je sors, sauf si je pense que c'est sérieux. L'implication flottait dans l'air entre eux. « Marcus, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. » Maya gardait la voix basse, ne voulant pas réveiller Lily. « Je n'ai jamais réussi à maintenir une relation à long terme. Tous les hommes avec qui je suis sorti ont fini par décider que c'était trop difficile d'être avec moi. Les problèmes d'accessibilité, les regards insistants, la façon dont les étrangers nous traitent quand nous sortons ensemble, tout cela use les gens. » Marcus resta silencieux pendant un long moment. Quand il prit la parole, sa voix était douce mais ferme. « J'ai passé 3 ans à pleurer ma femme et à élever ma fille seule. Je sais ce qu'est la difficulté. Ce n'est pas difficile, Maya. C'est juste différent. » Maya voulait le croire. Elle le voulait tellement que cela lui faisait mal. Mais tard dans la nuit, seule dans son appartement, elle fixait le plafond et attendait que le couperet tombe. La promotion est arrivée de nulle part. Le Dr. Richardson, directrice du Riverside Children's Center, a convoqué Maya dans son bureau un mardi matin. Le centre avait reçu une subvention pour développer son programme d'art-thérapie et avait besoin de quelqu'un pour le diriger. Plus d'enfants, plus de personnel, plus de responsabilités. « Vous êtes le choix évident », a déclaré le Dr. Richardson. « Vous avez créé ce programme à partir de rien. Les familles vous font confiance, les enfants vous adorent et, franchement, vous êtes la personne la plus qualifiée du personnel. » Le cœur de Maya s'est mis à battre à toute vitesse. C'était tout ce pourquoi elle avait travaillé pendant des années.
Une chance d'aider plus d'enfants, de façonner tout un programme, de prouver que son handicap n'avait jamais limité ses capacités professionnelles. Les heures de travail seraient plus nombreuses, a poursuivi le Dr. Richardson. Réunions en soirée avec les donateurs, événements le week-end. C'est un engagement important en termes de temps, au moins pendant la première année, pendant que nous développons le programme. Maya a pensé à Marcus, à Lily, à la nouvelle relation fragile qu'ils étaient en train de construire ensemble. Puis-je avoir quelques jours pour y réfléchir? Ce soir-là, elle parla de l'offre à Marcus. Son visage s'illumina d'une fierté sincère. « Maya, c'est incroyable. Tu devrais absolument accepter. Mais cela signifierait moins de temps ensemble, plus de projets annulés, plus de soirées où je serais coincé en réunion au lieu de dîner avec toi et Lily. » Marcus lui prit la main. « On trouvera une solution. C'est ta carrière. Je ne te demanderai jamais de mettre tes rêves en suspens pour moi. » Maya a donc accepté. Le premier mois, elle a réussi à tout concilier. Elle planifiait leurs soirées en amoureux plusieurs semaines à l'avance et les protégeait farouchement. Elle appelait Lily par vidéo chaque soir lorsqu'elle ne pouvait pas être là en personne, lui lisant des histoires au téléphone pendant que Lily tenait ses dinosaures en peluche devant la caméra. Mais dès le deuxième mois, les fissures ont commencé à apparaître. Les réunions avec les donateurs se prolongeaient, les délais pour les subventions exigeaient de travailler le week-end. Une crise avec un nouveau patient a nécessité la présence de Maya les soirs où elle avait promis d'être avec Marcus. Les excuses qu'elle avait travaillé si dur à remplacer par des remerciements ont refait surface. Sauf que cette fois, elles concernaient de véritables échecs. « Je suis vraiment désolé », lui a-t-elle envoyé par SMS après avoir annulé leur troisième dîner en 2 semaines. La réunion avec la famille Peterson a duré longtemps. « Je me rattraperai. »« Ce n'est pas grave », a répondu Marcus. Lily était déçue, mais elle comprend. Mais comprendre et accepter n'étaient pas la même chose. Maya le savait. Elle avait reçu suffisamment de compréhension pour reconnaître la résignation silencieuse qui se cachait derrière. Elle se dit que c'était temporaire. Une fois le programme mis en place, une fois qu'elle aurait formé le nouveau personnel et systématisé les processus, elle aurait plus de temps. Elle devait juste passer le cap le plus difficile d'abord. Pendant ce temps, Lily commença à poser des questions qui la blessaient plus profondément que n'importe quelle critique d'adulte. « Maya est-elle toujours ta petite amie ?» demanda-t-elle à Marcus un matin, assez fort pour que Maya l'entende au téléphone. « Parce que les petites amies sont censées venir dîner. » Maya ferma les yeux et ajouta une autre brique au mur de culpabilité qu'elle construisait en elle-même. Le point de rupture survint un samedi d'octobre. Maya avait promis, vraiment promis, de passer l'après-midi avec Lily. Elles allaient peindre ensemble, une journée artistique spéciale que Lily attendait avec impatience depuis des semaines. Elle avait choisi elle-même sa tenue, un vieux T-shirt couvert d'éclaboussures de peinture et un short qu'elle considérait comme une véritable tenue d'artiste. Maya avait bloqué tout l'après-midi dans son agenda. Pas de réunion, pas d'urgence, juste elle, Lily et une toile pleine de possibilités. À 11 heures ce matin-là, son téléphone sonna, une crise au centre. Tyler, le garçon qui l'avait mis en retard pour son premier rendez-vous avec Marcus, avait été hospitalisé après une infection de son moignon. Sa mère était hystérique. Les autres thérapeutes étaient débordés. Le Dr. Richardson avait besoin de Mia pour l'aider à gérer la situation. Maya était assise dans sa voiture devant la maison de Marcus, les yeux fixés sur la porte d'entrée. Elle pouvait voir Lily à travers la fenêtre, déjà vêtue de son T-shirt taché de peinture, sautillant d'excitation. Elle passa l'appel. « Je suis vraiment désolée, dit-elle lorsque Marcus répondit. Il y a une urgence au travail. Un de mes enfants est à l'hôpital. Je dois y aller. » Le silence à l'autre bout du fil dura un peu trop longtemps. « Lily est debout près de la fenêtre. Elle t'attend, dit Marcus. » Sa voix était neutre, soigneusement contrôlée. « Elle est prête depuis 8 heures ce matin. Je sais, et je suis vraiment désolé. Je me rattraperai auprès d'elle. Le week-end prochain, je te promets qu'on fera quelque chose d'encore mieux. » Tu as dit ça la dernière fois, Maya. Ces mots la frappèrent comme une gifle, car il avait raison. Elle avait dit ça la dernière fois et la fois d'avant. « Marcus, je n'ai pas le choix. C'est un enfant qui est à l'hôpital. Je comprends. » Le ton neutre de sa voix ne vacilla pas. « Va faire ce que tu as à faire. » L'appel prit fin. Maya se rendit à l'hôpital, s'assit auprès de la mère de Tyler.
aida à coordonner les efforts avec le personnel médical, resta jusqu'à ce que l'infection soit maîtrisée et que Tyler dorme paisiblement. Elle fit tout ce qu'il fallait, tout ce que son travail exigeait d'elle. Il était presque 21 heures lorsqu'elle arriva enfin chez Marcus. Il a ouvert la porte, les yeux cernés. Derrière lui, Maya pouvait voir le salon, une toile encore emballée dans du plastique. Des pots de peinture non ouverts, des pinceaux disposés en rangées bien ordonnées qui n'avaient jamais été touchés. « Lily dort ?» a demandé Maya. Depuis environ 1 heure. Elle a attendu près de la fenêtre jusqu'à 7 heures. J'ai finalement réussi à la convaincre de manger quelque chose et d'aller se coucher. Maya a senti sa gorge se serrer. « Marcus, ne t'excuse pas encore. » Il sortit sur le porche, refermant la porte derrière lui. « Je ne peux pas entendre d'autres excuses pour le moment. Alors dis-moi ce que tu veux que je dise. » Marcus s'appuya contre la balustrade du porche, regardant la rue sombre. « Je ne suis pas en colère, Maya. C'est ce que j'essaie de comprendre. Je devrais être en colère, mais je ne le suis pas. Je suis juste... » Il se tourna vers elle et elle le vit dans ses yeux. Ce n'était pas de la frustration ni de la déception, mais quelque chose de pire. De l'épuisement, la fatigue profonde de quelqu'un qui avait fonctionné à l'espoir et qui était finalement à bout. « Je suis juste fatigué », conclut-il. « J'ai passé 3 ans à être patient pendant que Sarah était malade. J'ai passé 3 autres années à être patient pendant que Lily faisait son deuil. Je pensais avoir une patience infinie, mais il s'avère que ce n'est pas le cas. Pas quand j'ai l'impression d'être toujours en marge de ton emploi du temps, à attendre les miettes du temps qu'il te reste. » Maya sentit ses défenses soigneusement construites s'effondrer. « Je n'essaie pas de te mettre en marge. J'essaie de tout faire. Mais tu ne peux pas tout faire. Personne ne le peut. Et à un moment donné, Lily et moi avons cessé d'être une priorité. Nous sommes devenus une autre chose que tu essaies de caser entre 2 réunions. » Les larmes brûlaient les yeux de Maya. « Ce n'est pas juste. Peut-être pas, mais c'est ce que je ressens. » Marcus se redressa. « Je pense que nous avons besoin d'espace, de temps pour déterminer ce que nous voulons vraiment, et si nous pouvons nous l'offrir l'un à l'autre, d'espace. » La voix de Maya se brisa. « Marcus, s'il te plaît, je peux faire mieux. Je peux changer mon emploi du temps. Parle au Dr. Richardson. Ce n'est pas une question d'emploi du temps. » Il la regarda avec une tristesse qui brisa quelque chose en elle. « C'est le fait que tu attends que je parte depuis le jour où nous nous sommes rencontrés. Et je commence à penser que d'une certaine manière, tu as fait en sorte que cela arrive. » L'accusation, si doucement formulée, si terriblement juste, laissa Mia sans voix. Marcus ouvrit la porte. « Bonne nuit, Maya. Conduis prudemment. » La porte se referma. Maya resta assise longtemps sur le porche, incapable de bouger, le froid automnal lui transperçant les os. Toutes les craintes qu'elle avait nourries pendant 14 ans se cristallisèrent en une terrible certitude. Elle avait eu raison depuis le début. Elle était trop difficile, trop compliquée, trop exigeante, trop brisée pour être aimée plus de quelques mois à la fois. Elle retourna à sa voiture, rentra chez elle dans un état second et passa la nuit à fixer le plafond de son appartement. Au matin, elle avait pris sa décision. Elle ne ferait pas d'effort. Elle ne supplierait pas. Elle donnerait à Marcus exactement ce qu'il demandait, de l'espace, et accepterait que c'était simplement qui elle était, une femme qui aidait les autres à guérir, mais qui ne pouvait jamais vraiment se guérir elle-même. 2 semaines passèrent dans le silence. Maya se jeta dans son travail avec une férocité qui inquiéta même le Dr. Richardson. Elle arrivait avant tout le monde et partait après que tout le monde soit rentré chez soi. Elle prit en charge des cas supplémentaires, se porta volontaire pour des gardes le week-end, remplit chaque heure de veille de tâches qui l'empêchaient de penser à Marcus et Lily. Mais la nuit, seule dans son appartement, les pensées revenaient quand même. Elle repassait les paroles de Marcus en boucle. « Tu attendais que je parte depuis le jour où nous nous sommes rencontrés. Et je commence à penser que d'une certaine manière, tu as fait en sorte que cela arrive. » Avait-il raison? Avait-elle saboté quelque chose de bien parce qu'elle ne croyait pas le mériter? Un soir, Maya se retrouva devant le miroir de sa salle de bain, fixant son reflet comme elle l'avait fait avant leur premier rendez-vous. Mais cette fois, au lieu du mascara et de l'espoir, elle ne voyait que de l'épuisement et l'armure familière de l'autoprotection. Elle avait passé 14 ans à construire des murs, 14 ans à s'excuser d'exister, à se préparer au rejet, à partir avant qu'on ne la quitte. Cela l'avait protégée. Cela l'avait aussi maintenue seule.
La question que Marcus l'avait forcée à se poser refusait de la laisser tranquille. Voulait-elle vraiment une famille, une vraie, avec tout le désordre et la vulnérabilité que cela impliquait? Ou avait-elle utilisé son handicap comme excuse pour garder tout le monde à distance? Car en vérité, son fauteuil roulant n'avait jamais été le véritable obstacle. Le véritable obstacle était de la boîte ouïe dans sa tête qui lui murmurait « Elle serait toujours trop exigeante, que tous ceux qui resteraient finiraient par le regretter, que l'amour était une ressource limitée et qu'elle épuiserait inévitablement tous ceux qui seraient assez fous pour le lui offrir. » Le 15e jour, le téléphone de Maya vibra, signalant l'arrivée d'un SMS provenant d'un numéro inconnu. « Salut Maya, c'est Lily. J'ai utilisé le téléphone de papa. Tu me manques. Es-tu toujours mon ami? » Maya fixa le message jusqu'à ce que l'écran se brouille sous l'effet de ses larmes. Elle était tellement concentrée sur la protection contre le rejet de Marcus qu'elle avait oublié Lily, une fillette de 6 ans qui avait déjà perdu sa mère et qui était en train de perdre quelqu'un d'autre sans comprendre pourquoi. Pour la première fois, Maya vit clairement son schéma comportemental. Fuir ne la protégeait pas. Cela ne faisait qu'étendre les dégâts à tout son entourage. Elle répondit avec des doigts tremblants. « Tu me manques aussi, Lily Rex. Je serai toujours ton amie. » Puis elle fit quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Elle décrocha le téléphone et appela Marcus. Ils se retrouvèrent dans un parc près de chez lui, un terrain neutre pour une conversation qui semblait pouvoir tout déterminer. Marcus était déjà là quand Maya arriva, assis sur un banc, les coudes sur les genoux et les yeux fixés sur l'aire de jeu où les enfants criaient et se poursuivaient. Il avait l'air fatigué, mais quand il la vit rouler vers lui, son expression s'adoucit. « Merci de m'avoir donné rendez-vous, » dit Maya. Pas d'excuses, juste de la gratitude, comme il le lui avait appris. Marcus se déplaça pour lui faire de la place à côté de lui sur le banc. « Lily m'a dit qu'elle t'avait envoyé un SMS. J'aurais probablement dû l'en empêcher, mais elle était tellement déterminée. Je suis contente qu'elle l'ait fait. » Maya positionna son fauteuil roulant face à lui. Cela m'a fait comprendre quelque chose. Elle prit une inspiration, ressentant l'envie familière de battre en retraite, de s'adoucir, de se protéger avec des mots vagues et des échappatoires faciles. Au lieu de cela, elle se força à rester présente. « Tu avais raison, dit Will, à propos de tout. J'attendais que tu partes. J'attendais que tout le monde parte depuis le jour de mon accident. Et quelque part en cours de route, cette attente devint une prophétie autoréalisatrice. Je repousse les gens avant qu'ils ne décident que je suis trop difficile à vivre. Et puis je me dis que j'avais raison depuis le début. » Marcus l'écoutait sans l'interrompre, ses yeux bruns fixés sur son visage. « Mais voici ce que j'ai enfin compris. » Maya a continué. « Ma peur d'être abandonnée ne me donne pas le droit d'abandonner les autres. Quand j'ai rompu ma promesse à Lily, je suis devenue la personne que j'avais toujours peur que quelqu'un soit pour moi. Et ce n'est pas celle que je veux être. » Elle a tendu la main et a pris la sienne, sentant la rugosité de ses callosités contre sa paume. « Je ne te demande pas de me pardonner tout de suite. Je te demande une chance de te prouver que je peux être là. Vraiment là pour toi et Lily. J'ai parlé au Dr. Richardson. Je garde ma promotion, mais je réorganise mon emploi du temps. Plus d'événements le week-end, sauf une fois par mois. Plus de réunions après 18 heures, sauf en cas d'urgence réelle. Mon travail est important, mais il ne peut pas être plus important que les personnes que j'aime. » Le mot resta suspendu dans l'air entre eux. Amour. Elle ne l'avait jamais dit auparavant, lui non plus. Marcus resta silencieux pendant un long moment. Quand il parla, sa voix était rauque. « J'ai besoin que tu comprennes ce que tu me demandes. Lily a déjà perdu une personne qu'elle aimait. Si tu reviens dans sa vie et que tu la quittes à nouveau. »« Je ne le ferai pas, » dit Maya avec fermeté. « Je ne promets pas la perfection. Je promets que lorsque je ferai des erreurs, car j'en ferai, je resterai pour les réparer au lieu de m'enfuir. Je promets d'être présente même lorsque ce sera difficile, même lorsque j'aurai peur. » Marcus retourna sa main dans la sienne, traçant les lignes de sa paume. « J'ai aussi réfléchi. Quand Sarah était malade, j'ai appris à tout porter seul. Je me suis dit que c'était ce que faisaient les gens forts. Ils ne demandent pas d'aide, ils ne montrent pas leur faiblesse, ils continuent simplement d'avancer. Mais ce n'est pas de la force, c'est juste de l'entêtement. » Il leva les yeux vers elle. « Je veux une partenaire qui a sa propre vie, sa propre carrière, ses propres passions. Je ne veux pas que tu te réduises pour t'adapter à mon emploi du temps.
Je veux juste savoir que quelque part dans ta vie bien remplie, il y a de la place pour Lily et moi. Maya sentit des larmes couler sur ses joues. Il y a de la place. Il y en a toujours eu. J'avais juste trop peur de te le montrer. Marcus se pencha vers elle et l'embrassa, doucement et sans précipitation. Et Maya se laissa croire que peut-être, juste peut-être, elle pourrait apprendre à rester. 3 mois plus tard, Maya reçut un appel téléphonique qui changea tout. Elle était en pleine séance avec Tyler, qui s'était remis de son infection et travaillait maintenant sur une sculpture représentant un super-héros avec une prothèse à la jambe, lorsque son téléphone vibra, affichant un numéro inconnu. Mademoiselle Reynolds, ici l'hôpital Mercy General. Marcus Walkers a été admis il y a environ 1 heure. Il vous a désigné comme personne à contacter en cas d'urgence. Le monde bascula. Que s'était-il passé? Il y avait eu un accident sur son chantier. Un échafaudage s'est effondré. Il est en chirurgie en ce moment. Maya se souvenait à peine du trajet jusqu'à l'hôpital. Elle se souvenait avoir appelé Tina pour qu'elle aille chercher Lily à l'école. Elle se souvenait des lumières fluorescentes froides de la salle d'attente. Elle se souvenait de la voix posée du médecin qui lui expliquait la situation. Fracture de la colonne vertébrale, perte temporaire de mobilité de la jambe gauche, chirurgie pour soulager la pression, physiothérapie pendant des mois, possible lésion nerveuse permanente. Quand ils l'ont enfin laissé voir Marcus, il était pâle sur les draps de l'hôpital, une perfusion dans le bras, la jambe immobilisée dans une attelle complexe. Mais ses yeux, lorsqu'ils se sont ouverts et l'ont trouvée, étaient toujours du même brun chaleureux qui l'avait fait tomber amoureuse. « Salut », a-t-il dit d'une voix encore engourdie par l'anesthésie. « Je crois que je comprends enfin pourquoi ces places de parking accessibles sont si importantes. » Maya poussa un son mi-rire, mi-sanglot. Elle se rapprocha autant que possible de son lit et prit sa main dans les siennes. « Tu vas t'en sortir », dit-elle, sans savoir si elle s'adressait à lui ou à elle-même. Le médecin a dit que l'opération s'était bien passée. Tu auras besoin de physiothérapie, mais Maya... Marcus lui serra les doigts. Je te connais. Tu es déjà en train de planifier comment tu vas gérer ça toute seule, n'est-ce pas? Tu fais des listes dans ta tête de tout ce que tu dois faire pour que je n'aie pas à m'inquiéter. Elle ouvrit la bouche pour nier, puis s'arrêta. Il avait raison. Elle était déjà en train de calculer la logistique. Sa maison avait des escaliers. Comment allait-elle s'occuper de Lily? Pouvait-elle prendre un congé familial? « Laisse-moi t'aider, dit-elle à la place. « S'il te plaît, laisse-moi être celui qui est là pour toi, pour une fois. » Quelque chose changea dans l'expression de Marcus. La même vulnérabilité contre laquelle elle luttait depuis des mois se reflétait désormais dans ses yeux. C'était un homme qui avait toujours été fort, celui qui prenait soin des autres, l'épaule sur laquelle il pouvait s'appuyer. Et maintenant, il était confronté à un avenir où il pourrait avoir besoin de s'appuyer sur quelqu'un d'autre. « Je ne sais pas comment faire, » admit-il doucement. « Je ne sais pas comment avoir besoin de quelqu'un. » Maya porta sa main à ses lèvres et embrassa ses jointures. « Alors nous apprendrons ensemble. » La convalescence fut lente, douloureuse et semée d'embûches. Marcus passa 3 semaines dans un centre de rééducation pour réapprendre à marcher avec une canne. Maya était là tous les jours pour l'aider à faire ses exercices, amener Lily lui rendre visite et traduire les instructions du médecin en plan d'action concret. Lorsque Marcus est sorti de l'hôpital, elle l'a aidé à découvrir sa propre maison avec un regard neuf, en lui indiquant les escaliers qui avaient besoin d'une rampe, la salle de bain qui avait besoin de barres d'appui, la douzaine de petits obstacles qu'il n'avait jamais remarqués auparavant. « C'est donc ça, le sentiment que ça procure », a-t-il dit un soir, en se débattant avec la marche qui menait à sa véranda arrière. « Je n'avais jamais réalisé à quel point c'était difficile. »« La plupart des gens ne le réalisent pas, » a répondu Mia. « Pas avant d'y être obligé. » Lily s'est adaptée avec la résilience des enfants. Elle a déclaré que la canne de papa était cool, comme le bâton d'un sorcier, et a insisté pour la décorer avec des autocollants de dinosaures. Elle a également endossé le rôle d'aide ménagère avec une détermination farouche, portant des objets pour Marcus, lui apportant son téléphone, annonçant fièrement qu'elle s'occupait de la famille. Un soir, alors que Marcus se reposait sur le canapé et que Lily faisait ses devoirs à la table de la cuisine, Maya se surprit à regarder cette petite famille imparfaite dont elle était devenue membre. 6 mois plus tôt, elle était convaincue qu'aimer quelqu'un signifiait devenir un fardeau pour cette personne. Elle comprenait désormais que l'amour consistait à se relayer. Parfois on portait, parfois on était porté,
et l'équilibre basculait d'un côté puis de l'autre, comme la respiration. Marcus l'appela pour qu'elle vienne s'asseoir à côté de lui sur le canapé. Lorsqu'elle s'approcha en roulant, il fouilla dans sa poche et en sortit une petite boîte en velours. « Je l'avais avant l'accident, dit-il. J'avais prévu quelque chose d'élaboré. Une réservation au restaurant, des fleurs, tout le tralala, mais je pense que la simplicité est préférable. » Il ouvrit la boîte pour révéler une bague, modeste et magnifique. Le diamant captait la lumière de la lampe. « Maya, je ne veux pas quelqu'un de parfait. Je veux quelqu'un qui reste quand les choses deviennent difficiles. Je veux quelqu'un qui apprendra à ma fille à être courageuse. Je veux quelqu'un qui me fera croire que les morceaux brisés peuvent devenir quelque chose de magnifique. » Sa voix était calme, ses yeux ne quittaient pas ceux de Maya. « Veux-tu m'épouser? » Depuis la cuisine, Lily avait abandonné ses devoirs et observait la scène, les yeux écarquillés. « Dis oui, Maya. Dis oui pour que tu puisses vraiment être ma maman. » Maya regarda cet homme qu'il avait vu dans ses pires de moments et avait choisi de rester. Cette petite fille qui avait tant perdu et qui avait encore de la place dans son cœur pour plus, cette vie qu'elle avait eu si peur de vouloir. « Oui, dit-elle. Oui, absolument, oui. » Lily se précipita à travers la pièce avec un cri de joie. Marcus attira Maya vers lui et l'embrassa tandis que sa fille les enlaçait tous les deux. Et pour la première fois en 14 ans, Maya se sentit complètement, parfaitement, incroyablement entière. Le mariage fut intime en présence uniquement de la famille et des amis proches, organisé dans un jardin, avec de larges allées et sans escalier. Maya portait une robe blanche qui flottait autour de son fauteuil roulant comme de l'eau. Marcus marcha dans l'allée avec sa canne, Lily semant des pétales de fleurs devant eux. Dans ses vœux, Maya dit « Tu m'as appris que je n'ai pas à m'excuser de prendre de la place, que mes complications valent la peine, que l'amour n'est pas une question de perfection. Il s'agit d'être présent encore et encore, même quand c'est difficile. » Et lorsqu'ils s'embrassèrent, entourés des personnes qui les aimaient, Maya comprit enfin la vérité qu'elle avait toujours fui. Elle n'avait jamais été un fardeau. Elle avait simplement attendu quelqu'un qui avait de la place. Gott, mir ist so warm. Oh, mein Handgelenk. Ich bin so kaputt. Ich bin so ein kaputter Mensch. Ich muss arbeiten, sonst sage ich mache gar nichts. Das ist auch chillig. Aber im Endeffekt ist es ein Tag wie jeder andere, nicht, Chat. Macht ihr was an Samstag? Ich sag Max Blumenstrauß. Ja, chinesisch essen geht. That's it. Ist auch romantisch. Vielleicht. Aber ich keine Ahnung. Nee, Valentin ist useless. Dass die Leute aufhören, sie dann wieder niederzumachen. Er will mich richtig hart hops nehmen. Aber es ist nicht anfangen bei mir, ich mache mich selbst immer schon runter. Moment. Ich finde Zocken auch romantisch. Fair, ja, wenn das ein gemeinsames Hobby ist. Match found. Das ist peinlich, aber wenn ich sage, findest du? Nee. Ich bin gar nicht auf deinem DC. Schande! Nein, Spaß. Sorry. Das war Troll. Alles gut. Du musst dich nicht dafür entschuldigen. Alles gut. Wollen wir jetzt diese Runde Chamber spielen? Komm, wir trollen, Chat. Also Solo zocken, you know. Ey, ja, dann do it. Chamber? Wollt ihr Chamber, Chat? Wollt ihr Chamber sehen? Okay, komm, wir gehen Chamber. Du kannst nicht trollen. Ich troll doch gar nicht. Noch nie First Time Chamber. Wir spielen Breeze. Wir sind beim Piss-Elo Wombo-Combo spielen. Neon mit Odin. Nee, danke. Ich halte mich von der Odin und von Neon-Fan.
Das wird großartig. Wenn das sonst Asien mitnehmen, dann ist es ja für mich Vibe, braucht mich gar nicht bewegen dann. Ja gut, aber... Also für mich persönlich ist es egal. Es ist ja, also... Keine Ahnung. Aber ist komplett valid, wenn das für dich so ist, Muffler. Komplett valid, will ich gar nichts gegen sagen. Kann der in seine eigene Trap laufen. Die trollt einfach, ich kann das nicht mehr. Nein! Oh nein! Nein! Leute, das war die einzige Chance. Danach es kommt kein Chamber mehr. Match found. Ich glaube, ich war mal drauf. Hast du mich gekickt. Ah, es tut mir leid, Chat. Wenn wir nochmal Breeze bekommen, können wir Maybe Chamber spielen. Gott, ey. Race. Hört ihr wirklich Race? Es kommt eigentlich immer diese MF. Also bin ich dabei. Aber wir haben schon 3 Duelisten. Oder Ubu Sage. Okay, nein, er spielt Chamber. Ist fein. Da kann man auch mit Chamber spielen. Weiß ich nicht. Schon wenn es sich lohnt, check. Es ist Checke. Checke, Mafia, Checke. Lock ihm Chamber weg. Nein, ich spiel's nur auf Breeze. Ich spiel's nur auf Breeze. Wenn wir Glück haben, spielen wir nochmal Breeze. Okay, mal Sandy, wir sind hier die Gary, Bitch. Oh Mann, ich hätte Chamber jetzt gerade so gefühlt. Weil die Runde mit den Headclicks auch gar nicht so bad war. Das ist doch scheiße. Enough training. It's time. Das glaubst du nicht? Ich habe mich auch kurz gefreut. Drin. In mir drin. Doggy Style, gut. Okay. Chill. Ich einfach Chamber Wort übers Gameplay. 1 minute, finding a playlist. Ah, perfect. Was eine Voiceline. Ich meine eigenen Wort drüber dann. Ich an wie ein Jahr. Placing sentry. So, Vollfokus. Wir spielen Duelist. Placing alarm bot. Placing swarm grenade. Ist der wieder Pause? Focusing. Making cover. Not enough. One enemy remaining. Hey, 别往心里去. Breathe. Then commit. Der Arsch. Der Arsch. Es ist der Eis, ich sag's ja. Danke. War jetzt schon eine gute Entscheidung. Nach 2 Runden. Das war auch alles, was ich tue. Ich bin mit dem Ability, ich mag Isos Abilities einfach nicht. Ich finde das Shield cool, ich finde die Ult cool, der Rest, meh. Ist uncool, alles. Ich weiß nicht. Der hätte so ein cooleres Kit haben können. Wenn es haben, leider ja. Du bist fertig, keine 1v1s. Ich habe einfach durch die Smoke einmal geschossen. Die E, ja, können wir noch drüber reden. Die E ist auch komplett fein. Aber diese Wall, wann used man die? One mid. Here. Spike down mid. One enemy remaining.
Flawless. Nix. Doppelte Schaden mit Unterdrückung ist auch ziemlich nice. Ach, das macht doppelt Schaden? Ah! Guys, then Oh! Vielleicht soll ich das mal usen, oder? Ich will nur auf A zu gehen. True. Ah, wenn man so über die Abilities nachdenkt, vielleicht sind die vielleicht doch nicht so schlecht. Guck mal, wenn man dann mal über die Abilities nachdenkt, sind die gar nicht so schlecht. Ihr habt recht. Ja, Interviewfähigkeiten, ne? Ich bin dieses Jahr 3 Jahre hier, what the fuck. Und jedes Jahr war wunderbar. Addition Repole. Talk to will break your heart. Don't break anything out. Und Isaac Not Rebirth, danke für deinen Parkschein. Danke. Auch wenn es nichts bringt. Auch mal nutzen, ja. Fake Smokes. Interesting. Show me a target. That could be now spawn. Someone kinda directed. Spike down B. Ja, One she's enemy remaining. on base. Workload. Und ja, Auch mal alle nutzen. Ja, ich versuch's, Chat, okay? Ich versuche alle zu nutzen. To be honest, I expected more from them. Rede also. Dann sollen wir auch jetzt beliebig die Geschwindigkeit ändern. Kann er? Interessanter Molly. Der war wirklich interesting. Ohne Nini wirst du Eki nicht kennen, ohne Eki auch nicht mich. Boah. nice and easy. Eki, oh Mann. ja. Jesus. Drop in a smoke. Die Lügner. Wo gehen die Schweine hin?